retrouve Ferry de Kerkhove, qui est professeur au département des affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. de Kerkhove. Bonjour. On a beaucoup dit que les célébrations du 70e anniversaire de l'OTAN sont assombries par toutes sortes de tensions au sein de certains des 29 pays membres de l'Alliance. Rappelez-nous d'abord, quel est le contexte de ce sommet? Le contexte du sommet, c'est le 70e anniversaire qui, normalement, devrait faire l'objet d'une grande réunion à Washington. Mais évidemment, dans le contexte trompien des affaires, ils ont préféré faire une réunion des ministres des Affaires étrangères à Washington en avril, au moment de la vraie date. Et là, la réunion est presque une réunion informelle qui a lieu à l'heure actuelle en Grande-Bretagne. Donc, c'est ça le contexte, effectivement, de ce que j'appellerais le pont atlantique qui se trouve un petit peu brisé à la base à cause évidemment des menées de Trump. Alors c'est ça le contexte dans lequel on parle aujourd'hui et c'est pour ça que ce sommet semble susciter plus d'inquiétude que de réjouissement. Oui, parce que on s'interroge beaucoup justement sur l'Alliance, son état actuellement. Au mois de novembre dernier, le président français Emmanuel Macron a affirmé qu'on assistait à la mort cérébrale de l'OTAN. Quand même, ça va assez loin. Est-ce que c'est une alliance qui, 70 ans après sa création, s'effrite vraiment? Qu'est-ce que vous en pensez? Je commencerai par dire, moi qui ai sévi à l'OTAN pendant 4 ans, que c'est la seule véritable alliance militaire dans le monde aujourd'hui. Donc, autrement dit, qu'elle ait des soubresauts, des difficultés, c'est compréhensible. Le deuxième point, c'est que c'est une alliance militaire, certainement, mais dont le centre de gravité est surtout politique et transatlantique. Et c'est là où, justement, les accusations de part et d'autre, par exemple, M. Macron, quand il parle de la mort cérébrale de l'OTAN, c'est surtout reposer la question la plus fondamentale de toute une alliance. Est-ce que les trois mousquetaires, c'est-à-dire un pour tous et tous pour un, restent encore la doctrine américaine compte tenu de ce qui s'est passé récemment, compte tenu de l'absence totale de consultation, par exemple, sur le retrait de la Syrie et donc l'abandon des Kurdes qui ont été au cœur de la lutte contre Daesh? Alors toutes ces questions-là pose effectivement où va l'Alliance. Du côté de Macron, on pense vouloir créer une armée européenne. Est-ce qu'on en a les moyens? Alors, il faut quand même se rendre compte que dans le contexte international, l'Union européenne, si vous la prenez dans sa globalité, est au fond la deuxième puissance militaire mondiale en termes de dépenses après les États-Unis. Donc, il faut prendre un petit peu de recul tout en déplorant ce qui se passe au jour le jour grâce à M. Trump. Bon, on parle beaucoup du financement de l'OTAN, un des éléments de tension justement au sein de l'Alliance. C'est les dépenses militaires des différents. Le Canada reconnaît qu'il ne répond pas aux attentes de contribuer à hauteur de 2 de son PIB à ses dépenses militaires d'ici 2024. En fait, le premier ministre Trudeau a précisé aujourd'hui que c'est plutôt 1,4 M. Trump dit que le Canada est légèrement délinquant. Ça a été son expression aujourd'hui. On peut se demander, est-ce que l'OTAN possède une capacité militaire suffisante aujourd'hui pour répondre à des attaques potentielles? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, premièrement, il faudrait que Trump sorte. Je ne dis pas qu'il a tort de demander le 2%, mais je dis qu'il y a autre chose dans l'OTAN que le simple question financière. Deuxièmement, au point de vue capacité, l'autre débat, c'est qui sont les grandes puissances. La puissance montante, c'est évidemment la Chine. Ouais. La Russie, elle, n'a plus cette puissance stratégique qu'on lui reconnaissait dans le temps, mais ça reste quand même encore une grande puissance nucléaire. Mais dans l'attitude du père Poutine, qui rigole dans sa barbe pour l'instant, c'est que lui, c'est beaucoup plus un tacticien. Mais je crois que ces questions de dépenses, il faudrait aller largement au-delà. Il faudrait davantage penser à la stratégie à long terme. Et c'est peut-être là aussi M. Macron, tout en étant un petit peu dérogatoire dans ses commentaires, n'a pas tout à fait tort de redemander, pas nécessairement la création d'une armée européenne, ce que l'Europe n'a pas les moyens de faire, ni la volonté politique, mais de véritablement reposer certaines des questions fondamentales, comme par exemple, en Afghanistan, il n'y a aucune concertation avec les alliés. Trump règle ou gère ou négocie tout seul. Si vous voulez, il y a toutes ces dimensions-là et on devrait beaucoup plus parler de cybernétique que de pourcentage de dépenses militaires parce que c'est ce que l'on fait des fonds que l'on va consacrer à l'OTAN qui est
beaucoup plus important. Et au fond, c'est toute la cohésion de l'Alliance atlantique. Donc, si vous voulez, cette question, je comprends très bien que l'on veuille effectivement, notamment l'Allemagne qui a tous les moyens d'arriver à 2%, qui n'y arrive pas, mais aussi il faut comprendre une chose, c'est que l'OTAN n'est qu'une partie de la défense américaine, tandis que pour les Européens, elle est la seule véritable, si vous voulez, union de défense. Autrement dit, quand Trump se plaint de la défense, des dépenses de défense en Europe, il doit aussi songer que lui, il a des intérêts ailleurs, comme il est en train de négocier avec la Corée, avec le Japon dans le Pacifique, et ce qui angoisse peut-être encore même plus ses partenaires dans cette région-là. Oui. L'OTAN qui a été créé donc en 1949, puisqu'on célèbre son 70e anniversaire cette année, pour unir à l'origine les pays d'Europe et de l'Amérique du Nord face à la menace de l'URSS. Aujourd'hui, évidemment, l'URSS n'est plus. Les menaces sont plutôt, vous en parliez un instant, Russie, Chine, le terrorisme sous toutes ses formes. Est-ce que, parce que vous nous avez dit dans cette entrevue, vous parlez de la crise existentielle à l'OTAN, est-ce que vous diriez que l'OTAN a su s'ajuster au fil des années, a su reviser sa mission au fil des années? Allez-y. C'est une question très importante que vous posez. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, au départ, l'OTAN s'était axée contre l'Union soviétique et donc dans le réseau, dans le cadre interne de son alliance, et on ne faisait pas du hors-zone, c'est-à-dire l'OTAN n'intervenait pas à l'extérieur, tandis que l'OTAN, une fois que la paix s'est réalisée, que l'URSS s'est effondrée et que la Russie est ressortie de ses cendres, à ce moment-là, l'OTAN a commencé à se chercher une mission ailleurs. On est allé dans les pays, dans les Balkans, on est allé en Libye, on est allé dans différents endroits, et c'est à ce moment-là que la cohésion initiale a changé et que je crois que cette exigence d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle vision n'a pas été établie complètement. Donc, par-delà la mort cérébrale qui est excessive, il y a effectivement un repositionnement de l'Alliance pour qu'elle se redéfinisse ses objectifs dans un contexte totalement différent. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que l'Alliance atlantique soit unie notamment face à l'Arctique, où la Russie, pour des raisons tout à fait légitimes, puisque 25% de son PNB dépend de l'exploration de ses ressources dans l'Arctique, mais il y a quand même menace en la demeure compte tenu de l'augmentation extraordinaire de la capacité militaire dans cette région. Mais l'OTAN doit aussi commencer à s'interroger, puisqu'elle est définitivement hors zone, à ce que représente la Chine de demain. Et il y a évidemment toute la question nucléaire qui doit être reposée, puisque maintenant on doit essentiellement avoir un dialogue à trois, c'est-à-dire l'Alliance atlantique nucléaire, la Russie et évidemment la Chine. Donc, si vous voulez, les enjeux ont changé et c'est vrai qu'il y a un peu de sclérose dans la façon dont l'OTAN gère ses affaires et ça, c'est là où je crois qu'il y a un besoin de réforme 70 ans après. Donc, un 70e anniversaire qui survient dans un contexte de nécessité de remise en question. Ferry Lekerkov, professeur au département des affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Avec plaisir.